Merci infiniment à l'accueil que vous réserverez à mon nouvel oracle du Scarabée d'Or aux éditions Erol, à retrouver en librairie ou en ligne. Il est magnifiquement illustré par l'artiste Izumi Idoya et il contient 44 cartes pour cheminer, ainsi que des explications, des rituels associés qui sont proposés dans son livret d'accompagnement qui fait 240 pages. Vous aurez également la possibilité de noter vos ressentis et vos guidances personnelles grâce au très mignon carnet qu'il contient, pour toutes vos notes. Cet oracle est divisé en 4 grands thèmes, avec 11 cartes à chaque fois, avec des symboles, des grandes figures messagères, des inspirations et des blessures émotionnelles. Il vous permettra de cheminer, je l'espère, pour renaître, être et devenir. Il est préfacé par la merveilleuse Natacha Calestrémé et vous pouvez dès à présent retrouver l'Oracle du Scarabée d'Or qui est publié aux éditions Erol chez votre libraire préféré ou en ligne. Merci beaucoup. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Mon invitée est une raconteuse d'histoires selon ses mots, et elle le fait à travers le métier d'actrice, de scénariste, de réalisatrice et d'auteur. Elle a réalisé 2 longs métrages, Sous les jupes des filles et Si j'étais un homme, et son livre Famille vient de sortir en version poche chez J'ai lu. Elle joue également dans l'adaptation du roman Les choses humaines de Karine Thuil, et réalisé par Yvan Attal qui sortira cet automne. Et cet été, vous avez pu la retrouver également dans un nouveau film dont elle va nous parler. Je suis ravie de recevoir dans Métamorphose Audrey Dana. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors Audrey est arrivée dans le studio de Métamorphose en disant qu'elle était une fan inconditionnelle du podcast. Je suis très flattée, c'est pour ça que je change ma voix. D'un coup, je parle avec... je suis toute impressionnée. Non, ouais, je suis une grande fan de ce podcast et je suis donc très heureuse de pouvoir... y participer. Alors moi, j'ai été très impressionnée dans ton livre, Famille, avec ce M entre parenthèses, ce qui donne faille. D'ailleurs, tu dis que toi, quand tu as vu le mot famille, tu as toujours vu ce mot faille écrit, c'est ça ? Oui, il y a plein de mots cachés dans les mots, comme planète, par exemple. Si on retire le E, ça fait plante, comme si c'était l'essentiel. Ouais, c'est beau ça. Est-ce que tu as envie de nous faire de ce livre, le pitch de ce livre qui est presque une autobiographie ? À quel moment est-ce qu'il est romancé ou pas ? Alors, je dirais que non, c'est l'histoire. En fait, je m'amuse vraiment avec la fiction et c'est la joie, justement, de pouvoir raconter des histoires et transcender aussi son histoire. Je plante des arcs-en-ciel, je plante des orages, je m'amuse, je dramatise, j'allège certaines choses parce que j'ai... je suis quand même à la base une actrice de théâtre. Et ce que j'aime, c'est incarner et aller à cet endroit, en fait, où on touche le rire, l'émotion plus sensible et donc quelque part à l'universel. C'est vrai qu'il y a des moments drôles, mais quand tu dis que tu allèges, on a du mal à imaginer parce que c'est quand même très poignant et très lourd aussi comme récit, le récit de ton enfance. En fait, je dis que j'allège parce que j'ai vraiment écrit avec amour, jamais à charge. Et surtout avec gratitude. C'est-à-dire que je suis reconnaissante vraiment de tout ce que la vie m'a apporté, même si aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que waouh, quelle enfance mouvementée, quelle adolescence mouvementée. Mais à la fois, elle m'a faite et je suis plutôt heureuse de qui je suis, même si je ne suis que sur un chemin et que j'appelle à évoluer et devenir un meilleur être humain tous les jours un peu plus. J'adore ma vie, j'adore mes enfants, j'adore cette planète et je sais que cette conscience que j'ai de cette chance vient aussi de cette enfance si tumultueuse en fait. Et puis aussi qui m'a mis en perspective parce que donc on a vécu avec des enfants de la DAS, mais beaucoup, avec beaucoup d'encadrants, avec donc beaucoup de monde. C'était une espèce d'énorme communauté, un peu hippie sur les bords. Et quelque part, ça m'a quand même ouvert au monde
à la souffrance, à la violence. Je suis reconnaissante d'avoir su très tôt que j'étais privilégiée et qu'il y avait d'autres que moi qui souffraient autrement et qui avaient besoin d'un regard et d'une attention, comme tout être humain en fait. C'est vrai que ta maman dans le livre te rappelle sans arrêt que tu es une privilégiée et en même temps quand on lit ton histoire, on n'a pas le sentiment que tu es à la fois une privilégiée au sein de cette histoire et en même temps c'est dur. Quand on se met en compassion, en empathie avec cette adolescente, moi j'avais des moments où je souffrais aussi pour toi. Alors en fait, ça c'est le travail thérapeutique que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai décidé de prendre cette petite adolescente, enfant et adolescente, dans les bras et de lui dire « Waouh, c'est ce que tu as vécu quand même, c'était sport. Ok, il y en a pour qui c'est pire, mais on le sait, il n'y a pas d'échelle sur la souffrance en fait. » Et quelqu'un qui a juste le cœur brisé peut souffrir tout autant ou même plus que quelqu'un qui vient de perdre un être cher. C'est comme ça. Il n'y a pas d'échelle. Mais l'adulte aujourd'hui est reconnaissante. Vraiment, de cette école-là, à un moment, je le dis dans le livre, que c'était comme une bibliothèque en fait humaine. Tellement pleine de diversité de tout, d'origine, de passé, de physique, de personnalité, de religion. Et du coup, à la fois, il y avait un climat de peur, parce que forcément, quand il y a des enfants qui ont été baignés à coups de viol, parce que tous, on avait leur CV, en fait. Forcément, ces enfants ont du mal à exprimer autrement que par la violence, en fait, que par ce qu'on leur a donné, les choses. Donc, parfois, il y avait un climat, pour moi, en tout cas, de terreur absolue, d'autant que je représentais celle qui avait une maman, un papa qui n'était pas présent, certes, mais qui était à la capitale et qui rayonnait depuis là-bas, où il aimait jouer aux cartes et exercer son métier de journaliste. Et j'étais très bonne élève à l'école parce que une fois qu'ils sont arrivés, j'ai compris que si je ne rapportais pas des bonnes notes, je ne pourrais pas justifier de sortir simplement, faire ma fête, etc., etc. On était tous mis au même niveau. Pour resituer un peu le contexte de votre histoire à tous, vos frères et sœurs, donc vous êtes 4 frères et sœurs, enfin 3 sœurs et un frère, plus exactement, mais ça fait des frères et sœurs, on dit en français. Et ce papa, effectivement absent, et vous arrivez dans cette grande maison au milieu de nulle part, qui est à construire, on va dire, qui est complètement une friche, où ça sent mauvais, ça sent la betterave, ça sent ces champs à perte de vue, voilà. Le décor est drôle. Oui. D'abord, la Beauce, rappelons, c'est véridique, que c'est quand même le plus haut taux de suicide en France, parce que c'est plat. Terriblement plat. Donc, je pense que tu sors dehors, tu cherches de l'espoir, c'est plat, t'en trouves pas, et du coup, voilà, tu sautes le pas. Donc, c'est une région qui est pas avenante, ça manque d'arbres, ça manque de relief. Et puis, il y a ces sucreries et cette odeur quasiment 6 mois de l'année qui est vraiment dégueulasse. Omniprésente. Donc, nous, on emménageait, on ne savait pas où quand même. Donc, on nous a emmenés d'abord dans cette région, dans cette odeur vraiment écœurante, et dans une maison qui n'avait pas été habitée depuis la Seconde Guerre mondiale, qui était vraiment totalement délabrée et avec pas du tout l'argent nécessaire pour la retaper. Donc, c'est vrai que le décor était quand même comique, d'autant qu'on sortait d'une maison tout à fait classique, plutôt de gens même privilégiés, puisqu'on habitait en banlieue, qu'on avait un jardin, il y avait des arbres, enfin voilà, c'était plutôt joli, il n'y avait pas trop de poussière, il y avait des joints au carrelage, enfin voilà, c'était une autre dimension, ma foi, passionnante. Oui. Et donc, vous arrivez là, et avec cette maman qui est vraiment, on l'imagine, moi j'ai pas vu de photo de ta maman, mais on l'imagine un peu en icône américaine des années 50, 60, cette très belle femme blonde avec son accent américain, voilà, et qui est à la fois une diva, et en même temps qui a une
telle immaturité, telle qu'elle est décrite, en tout cas, le personnage dans le livre. Alors, ma mère, c'est vraiment un personnage extraordinaire, je trouve, personnellement. Oui. J'ai deux parents qui sont de vrais personnages de romans, et évidemment, je m'en amuse. Oui. J'ai joué au théâtre un seul en scène qui s'appelait Indocile et qui d'ailleurs a donné naissance au livre. Et j'incarnais ma mère et qu'elle kiffe. Et qu'elle kiffe de faire rire, en fait, une salle des défauts d'une maman qui forcément nous ont fait souffrir puisque c'était notre maman, en fait. Oui. Donc ma mère est un personnage délicieux. Les gens l'adorent. Voilà, elle est très avenante, très ouverte, etc. En revanche, c'est vrai qu'elle n'a pas la fibre maternelle. Elle adore les animaux, mais elle a vraiment pas du tout la fibre maternelle. Alors, et malgré tout, elle élève cette tribu d'une 50aine d'enfants. Ouais, elle élève, on se coélève. Oui, c'est ça. On se coélève. Après, dans plein de villages sur Terre, c'est comme ça que ça se passe, et ça se passe plutôt pas mal. Il y a une autre chose dont je suis extrêmement reconnaissante, c'est que quand on n'a personne sur son dos pour dire « Attention, non, mais plutôt quelqu'un qui est là, qui s'en fiche, qui se dit « Non, mais tout va aller bien, tout va aller bien », bah, quand même, il y a un rapport à la peur qui est quand même très différent. Et en ces temps, je peux vous assurer que d'avoir baigné dans cette insécurité, mais sans personne qui te dit que c'est dangereux, oui. Je me sens assez forte, en fait. Moins peureuse que beaucoup de monde. Mais c'est vrai, quand on te voit, on a l'impression que tu as peur de rien, que tu oses, que tu es une audacieuse. Tu avais fait la couverture de ce numéro de Féminin Bio, justement, sur l'audace. Alors, j'ai évidemment, en fait, des peurs, mon Dieu, comme tout le monde, et j'ai eu beaucoup de peurs concernant justement la famille et la construction de ma propre famille. J'ai mis des années et des années et des années à arriver à quelque chose de serein. Moi, Bec BD a écrit L'amour dure 3 ans. Moi, je voudrais dire que l'amour commence au bout de 7. C'est vrai, hein. Oui. J'ai pris évidemment un cas comme moi, et j'ai pas arrêté de me dire pendant des années ce qu'il est chiant comme si j'avais choisi vraiment cette personne par hasard. Et puis donc il y a eu un vrai travail pour moi à cet endroit-là de m'autoriser, donc il y avait une peur, c'est vraiment comme ça que il y avait une peur, parce que j'avais pour le coup eu un modèle familial quand même tellement chaotique que pour moi l'amour c'était comme une planète dans un système solaire pas le nôtre, quoi, avec quelques personnes qui ont accès, mais c'était pas pour moi. Donc j'ai fait ce travail sur la peur. Après, j'ai évidemment des peurs, mais d'abord j'ai l'impression d'avoir fait la paix avec le concept de mort. Et puis aussi, j'ai compris et je comprends, grâce au travail personnel que je fais et spirituel, que le contraire de l'amour, c'est la peur. C'est pas la haine, c'est la peur. Et donc, je sais qu'à chaque fois que j'ai une émotion de peur, j'ai des hormones qui me sont injectées dans mon corps qui me font me sentir mal. Et donc, c'est mon corps ou ma conscience, la rencontre des deux, qui ont trouvé un moyen de me dire ça n'est pas le bon endroit pour toi, puisque tu ne t'y sens pas bien. Donc, j'annule. J'annule la pensée, en fait. Et forcément, je regarde pas les infos, évidemment. Il y a plein de choses, en fait, qui font que je trouve un moyen aussi, en me connectant énormément à la nature, pour donc pas céder à la panique, mais ce qui se passe sur Terre. Et donc, forcément, je suis traversée par des choses, tout à fait indépendamment du virus. Oui. Je vais juste parler de notre Pachamama, notre terre-mère, qui nous dit Gaïa. Les enfants, prenez soin de moi, s'il vous plaît. Je vous en supplie, réveillez-vous, en fait. La chose aujourd'hui primordiale, essentielle, nécessaire, absolue, c'est préserver notre écosystème, au-delà de toutes les histoires de virus. Donc parfois, je sens son cri, je sens sa douleur, et donc la nôtre, puisqu'il y a déjà énormément d'humains qui sont affectés par ça. Oui, préserver nos écosystèmes pour nous préserver nous aussi. Voilà, mais je pense que il y a une urgence, en fait, à apaiser et à calmer, puisque nous sommes une unité globale, j'estime, et surtout en ces temps, que si on a à manger et si on a à boire, alors c'est très important d'émettre le plus de force, d'amour et de courage. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur.
Quand je t'écoute, j'ai eu mille et une questions qui me viennent. Je tire le fil de la première, puis j'aimerais qu'on revienne sur ton amour des arbres aussi après. C'est vrai qu'on a eu l'impression, tu parlais de l'amour, mais à tout moment, on sent dans ton récit, dans ta vie, dans ce que tu as joué, que l'amour est présent. L'amour pour tes parents, mais aussi l'amour pour tes frères et sœurs. Peut-être ton premier amour aussi, que tu rencontres, dont tu parles dans ce livre. L'amour est quand même toujours là, auprès de toi. Tu as une sorte de foi en l'amour qui est là. Mais en fait, ça me donne envie de pleurer quand je t'entends, parce que, ouais, le livre, il a été complexe pour certaines personnes de ma famille. Mais... c'est bien l'effet miroir. Et l'amour, évidemment. Oui. L'amour. Et j'ai écrit ce livre par amour pour ma fratrie, pour nettoyer aussi, pour déblayer, pour faire quelque chose de beau et de divertissant d'une histoire qui a été quand même lourde, et pour transcender, pour rencontrer la résilience. Donc oui, j'ai foi en l'amour. Je ne crois qu'en l'amour. Je n'ai pas de religion, je ne suis pas religieuse. Ma mère était protestante, mais jamais pratiquante. Mon père, juif pas pratiquant, il s'est reconverti au catholicisme 2 ans avant de mourir. Donc il est devenu religieux, mais moi pas du tout. Je suis complètement... pas là-dedans. En revanche, j'ai la foi, mais j'ai une foi énorme en l'amour qui est à l'intérieur de nous tous et qui est le cœur de tout. C'est ce que je pense. Et je pense que c'est pour ça que la peur est la chose qu'on doit absolument enrober d'amour au maximum. Pour avancer, en fait. Je peux pas m'empêcher de constater aujourd'hui qu'on est la première civilisation à avoir aussi peur de la mort et à être ceux qui scient la branche de l'arbre sur laquelle ils sont assis. Donc, est-ce que la peur appellerait et amènerait exactement ce qu'on redoute, en fait? Oui. Donc ce travail à la reconnexion à l'amour. C'est ce fameux bug humain dont parle très bien le neuroscientifique Sébastien Boller, c'est-à-dire qu'on sait, mais à la fois, on ne fait pas autrement. C'est ça qui est paradoxal chez l'humain. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, on a besoin d'être face, en fait, à... C'est comme si on avait besoin d'être secoué pour comprendre. Oui. Des fois, voilà, il faut que quelqu'un apprenne qu'il a une maladie grave pour, d'un seul coup, réparer ses liens à sa famille. C'est comme si, vous voulez pas croire au dérèglement climatique, vous voulez pas croire qu'on est tous connectés, que vraiment on est tous connectés, que tout est interconnecté, alors on va vous le donner, le dérèglement climatique. Et puis, à un moment, à force d'inondations, à force d'incendies, à force d'excès de température, les gens vont comprendre. C'est le chemin, c'est comme ça. C'est vraiment... pour moi, on est ici... pour grandir, pour apprendre. S'il n'y a pas d'obstacles, s'il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de possibilité d'apprentissage. Si tout le monde était éveillé en même temps, tout le monde serait sur un tapis en train de méditer et ce serait... Ou on ne serait pas incarné, peut-être. Ou tout simplement, on ne s'incarnerait plus, voilà. Quand je pense à toi, et tu l'as mentionné déjà tout à l'heure, quand je pense peut-être à ton premier acte ou un des premiers actes thérapeutiques, c'est cet amour justement de l'arbre et cette rencontre avec les arbres particulière chez toi. Alors oui, j'ai vraiment... j'ai eu je crois qu'on appelle ça comme ça, un éveil des consciences. Chose très étonnante. J'avais commencé à m'intéresser aux pierres parce que mon fils est passionné de pierres. Et donc, je l'ai amené dans une boutique. Et dans cette boutique, il y avait de très, très grosses pierres. Et en les touchant, j'ai senti des choses très fortes. J'ai été appelée, j'en ai acheté. Et j'avais jamais senti les pierres avant. Mais c'est vrai que j'ai une sensibilité aux ondes. En règle générale, même celle de téléphone, je les sens. Je suis capable de savoir si un téléphone est allumé ou éteint, les yeux fermés. Voilà, je sens ces choses-là. Et donc, j'ai vu une hypnothérapeute qui m'a fait un soin qui a été exceptionnel. On m'avait raconté que la personne qui l'avait fait, qu'elle avait absolument rien ressenti pendant le soin, mais qu'en revanche, après, elle s'était sentie extrêmement reconnectée. Oui. Moi, pendant le soin, c'était Avatar. C'était complètement délirant. Je ne sais pas ce qui se passait, mais c'était incroyable. Et je suis sortie de là la plus heureuse du monde. Et mon mari voulait qu'on aille à la mer parce qu'on était dans le sud. Et j'ai dit non, je t'en supplie, allons nous asseoir dans le jardin, s'il te plaît. Et puis
Et puis, dans ce jardin, j'ai eu, je crois, ce qu'on appelle un éveil de conscience, c'est-à-dire que tout s'est reconnecté et j'ai entendu les arbres. En fait, un premier contre lequel mon mari et moi étions adossés. Et d'un coup, j'ai senti en fait une espèce comme une gêne. C'est-à-dire que si la personne qui est là, j'arrête pas de tapoter sur son épaule comme ça sans jamais la regarder, ça va être très agressif. Si en revanche, à chaque fois que je pose la main sur son épaule, je plante mes yeux dans les siens, alors c'est tout à fait OK. Et en fait, c'est comme si l'arbre me disait, il n'y a aucun problème, Ados, et vous faites ce que vous voulez contre mon tronc, dites bonjour avant. En gros, c'est comme si j'avais senti ça. Ouais. Donc, je dis, chérie, ça t'arrive de saluer ton arbre ? Est-ce qu'il ne faudrait pas que tu salues ton arbre ? Bon, mon mari est très, très cartésien. Et donc, il a d'abord ouvert de grands yeux, il m'a recommandé de boire de l'eau, a pensé que j'étais en insolation. Sauf que du coup, quand il est parti chercher l'eau, je me suis retournée et j'ai rencontré tous les arbres du jardin. Mais vraiment comme des entités, des personnalités. Toute ma vie a changé à partir de ce moment-là. Pour moi, l'arbre est l'incarnation, la meilleure représentation, on va dire, du divin, même si pour moi, tout est divin et magique sur cette terre. Mais ces espèces de branches, de troncs, de cornes comme ça, de bois qui jaillissent du sol, qui prennent autant de place en dessous qu'au-dessus, qui sont si merveilleusement utiles à tous les niveaux, qui soignent l'air, qui soignent les sols, qui nous donnent à manger, qui nous donnent nos médicaments. Enfin, je veux dire... Et depuis ce jour-là, d'abord, je me sens plus jamais seule. Je comprends pas que tout le monde ne soit pas absolument émerveillé, parce que quand on vit un truc organiquement, on veut que tout le monde le vive. On voudrait que tout le monde le comprenne, sauf qu'il faut que ça passe par le ventre, en fait. Et donc voilà, il y a ce rapport qui a changé. Ça a même changé ma manière à moi de me soigner, en fait, comme si d'un coup j'avais une communication qui passait avec eux. Mais tu l'avais déjà dans ton livre, à un moment donné, tu quittes un endroit où vous retournez vivre avec votre père et tu as un jardin et tu as ces arbres déjà avec qui tu es très en lien à ce moment-là. Alors, moi j'ai le souvenir enfant d'avoir été très très en lien avec les arbres. En fait, j'étais en lien avec les arbres et les animaux et ça s'est déconnecté. D'accord. Et le jour où il s'est passé ça avec les arbres, ça n'est plus arrivé que je marche dans la rue sans apercevoir le moindre animal dans un recoin, alors que je me suis retrouvée sur le plateau de Drucker et au bout d'une demi-heure d'émission télé, j'ai dit « Oh, il y a un chien !» Et tout le monde a ri. Bon, j'ai pas la télé, donc voilà, j'étais pas au fait et tout ça. J'ai refait depuis l'émission de Drucker, il n'y a pas une seconde où je ne sais pas ce que le chien fait. C'est-à-dire que le maximum de mon attention... C'est sur le chien. Et en tout cas... sentait profondément, peut-être pas le maximum de mon attention, mais en tout cas autant que chaque personne. Voilà. Ouais, c'est puissant, ça. Donc, dans le livre, je crois aussi que c'est l'adulte qui écrit, et c'est en ce sens que je fictionne. Je sais pas vraiment, il y a beaucoup de choses de mon enfance dont je ne me souviens pas, mais donc j'en ai profité pour parler de toute façon de mon amour des arbres. Oui. Tu parlais d'être bien secoué pour avoir une espèce d'éveil de conscience quand même au niveau planétaire. Toi, tu as été quand même bien secoué dans ton enfance. On sent que tu as été éveillé aussi très jeune, très tôt. Tu es certainement une vieille âme, aussi, on pourrait dire, incarnée. Quel travail thérapeutique que tu as fait ensuite ? Tu parlais de ta spiritualité et d'un travail que tu as fait pour justement nettoyer tout ça. Alors il y a évidemment le jeu, tu as incarné ta mère sur scène, mais quand même. J'ai une énorme banane, parce que je sais qu'ici je peux parler pour de vrai. Vous la voyez pas, mais elle avait la banane jusqu'aux oreilles là. Je suis heureuse en fait de pouvoir parler de ça, parce que j'ai fait un travail... vraiment très profond, d'abord avec les constellations familiales. Ça a été très puissant. Et aussi en incarnant une ancêtre pour une constellation familiale d'une autre personne qui se faisait consteller. Mon canal des paumes s'est ouvert. C'est-à-dire que la personne que je représentais était manifestement magnétiseuse et c'était un ancêtre. Donc, je ne savais pas qui était cette personne, je ne pouvais pas le savoir. Mais je me suis sentie comme Iron Man et j'ai cru que c'était le temps de la canalisation du truc et que ce serait fini derrière. Bon. Et depuis, je me suis formée au Reiki parce qu'en fait, le canal ne s'est jamais refermé. Donc, quand même, la puissance de cette thérapie, que ce soit du côté du soigné ou du côté de l'aidant, c'est-à-dire qui va incarner les personnages des autres familles, c'est juste fou ce qui se passe là-bas.
Oui, c'est un travail en systémie de toute façon. Hein. Qui est absolument passionnant et qui rejoint le théâtre, l'incarnation des personnages. Moi, j'ai toujours l'impression quand je joue de me brancher comme une radio qui cherche en fait. Et puis après, en fait, j'ai travaillé avec l'ayahuasca. J'ai travaillé d'abord avec l'ayahuasca, donc j'ai fait quasiment... Qui est cette plante psychotrope, hein. Je le précise parce que on a l'impression parfois que tout le monde sait ce que c'est l'ayahuasca, mais je sais que tout le monde ne sait pas. Moi, je préférais que... Elle est interdite en Europe. Hein. Elle est interdite en Europe. Quand je pense que l'alcool est autorisé, quand même, je rigole doucement. Quand même, parce que c'est psychotrope, on appelle ça une drogue. Or, en fait, c'est le contraire d'une drogue puisque ça désintoxique. Il y a des alcooliques qui arrêtent de boire en prenant de l'ayahuasca. Ça nettoie tout, en fait, les organes intérieurs et extérieurs, et ça n'est pas addictif. Donc, ça n'est Alors, petite parenthèse, si vous êtes intéressé par le sujet, je vous invite à écouter le podcast avec Olivier Chambon, complet sur médecin psychiatre, complet sur ce sujet. Hein. Oui. Et donc, ce travail a été extraordinaire pour moi. Alors, évidemment, il y a beaucoup de choses que j'ai vues, personnelles, etc. Mais ma conscience aussi a changé. C'est-à-dire que j'avais conscience de l'unité avec la planète, mais je n'avais jamais pris en compte les étoiles. C'est fou, mais c'est vrai. Donc, je regardais le ciel et tout ça, mais j'ai senti organiquement que c'était, je sais pas quoi, hein, je suis pas, mais comme un placenta, une matrice. qu'en tout cas, nous étions directement reliés aux étoiles et à cet univers en expansion. Donc ça a changé beaucoup de choses, même à mon travail de méditation, à mon travail, à mon lien avec l'intérieur, parce qu'étonnamment, en fermant les yeux, j'ai souvent la sensation d'être propulsée dans les étoiles. Donc mon rapport au monde et à beaucoup de choses, mais je dois avouer que là où j'ai fait un vrai travail, où j'ai accepté enfin, par exemple, d'aimer et d'être dans une relation sereine. De couple. C'est dans un travail, en fait, en état modifié de conscience, par psychotrope également, mais avec un thérapeute en one-to-one. Donc là, on rentre dans une autre dimension, on passe plusieurs heures à parler avec ce thérapeute, d'abord de ce qui nous encombre. Souvent, c'est pas ça qui sort, c'est ça qui est quand même passionnant. Et puis ensuite, on rentre en état modifié de conscience et on fait un énorme travail. C'est éprouvant. C'est un peu comme sauter en parachute. Ouais, il faut se sentir prêt quand même. Ça demande du courage. On dit souvent que c'est 6 ans de psychanalyse en 6 heures. Est-ce que tout le monde a la force de ça ? Moi, je crois que quand on a l'appel, faut y aller. J'ai vu aussi des métamorphoses autour de moi. Oui. J'ai vu des métamorphoses magnifiques. J'ai entendu des gens très cartésiens me dire, bouleversés, pourquoi ça n'est pas remboursé par la sécurité sociale ? J'ai passé 20 ans à survoler, à contourner, à ne pas rentrer dedans. On a aujourd'hui vraiment des outils et des thérapeutes qui s'y forment pour rentrer en profondeur et penser ces blessures. Il y a quelque chose aussi qui m'est apparu dans un de ces travaux et de manière très claire pour reparler de l'amour. Oui. C'est la beauté et la pureté, en fait, qui est intouchable, incassable, que nous avons tous. Donc j'imagine en fait que je suis rentrée au cœur de ma conscience. Et c'était très clair que tout ce qui nous arrive est en périphérie. Et donc cet endroit, il est là pour tout le monde. C'est pour ça que je suis fan de votre podcast, parce que je suis pour que de plus en plus de gens rencontrent cet endroit pour apaiser en fait cette grande tempête. Parce que toutes nos énergies sont interconnectées et que plus ça s'agite, plus il y a de gens qui ont peur. C'est systémique, dans le bon sens aussi. Exactement. On est tellement plus puissant que tout ce qu'on peut croire. C'est cette fameuse théorie du centième singe. Hein. On bascule en fait dans un nouveau paradigme à partir du moment où on est une petite masse critique suffit pour adopter une nouvelle façon de penser. Je vous invite à inviter Idriss Aberkane, qui est absolument passionnant, grand chercheur et qui m'a expliqué, donc j'étais au courant de la théorie des 100 singes, mais lui m'a expliqué vraiment mathématiquement, c'est très peu de gens, hein. Il n'en faut pas tant que ça, qui rêvent un beau monde, qui rêvent un monde solidaire. Cette théorie du centième singe, je l'expliquais plus en détail dans le podcast numéro 100, justement, de Métamorphose, puisqu'on dit que c'est à partir du 100
unième singe qu'on bascule à ce moment-là. C'est vrai que dans ton parcours aussi, ce qui s'entend beaucoup, on a parlé de l'amour, on a parlé de l'amour de la nature, on a parlé aussi de la systémie, des constellations familiales et tout travail autour de la famille. Hein. Tu parles beaucoup de tes frères et sœurs qui sont très importants, qui sont ton noyau dur. C'est toujours le cas aujourd'hui? Alors, au sein d'une fratrie, je crois qu'il y a, et ça fait partie du travail, forcément des épreuves, dans le sens où tout le monde ne fait pas le même travail à la même vitesse. Oui. Et tout le monde ne voit... D'abord, on n'a pas les mêmes souvenirs des choses, parce que chacun... Le même ressenti. Voilà, ni les mêmes souvenirs, ni les mêmes ressentis. Donc, il y a des choses qui se jouent, en fait, qui sont comme un peu au-delà de nous. Je joue le jeu. J'accepte. Mais ma famille est mon essentiel aujourd'hui, qui s'étend évidemment à mes enfants, mon mari et ses enfants. Mais on peut pas... Je sais que parfois, je suis dans des situations difficiles et on peut pas forcer, on peut pas... et je dis ça à moi la première, parce que ça m'est arrivé de vouloir défoncer la porte, parce que justement, j'aime ma fratrie, que j'arrive même pas à concevoir qu'on puisse avoir un conflit, parce que je n'oublie jamais que ici, maintenant, dans cette incarnation, on n'est jamais à l'abri de partir. Oui. Et donc, je comprends pas le concept, en fait, d'être en froid quand l'essentiel est là, en fait, et que c'est l'amour. Oui, c'est le noyau dont tu parlais. Bon, voilà, chacun fait comme il peut, du mieux qu'il peut. Mais je connais peu de fratries où tout soit absolument simple et limpide. Ce serait un peu mentir, je crois que... Bien sûr. Ça peut arriver. Alors, j'aimerais bien que tu nous parles de... Là, on va publier ce podcast. Tu es entre deux films, entre ce film qui est sorti fin juillet et puis ce nouveau film aussi réalisé par Yvan Attal, Les choses humaines, qui va sortir à l'automne. Alors là encore, on retrouve des histoires de famille. Est-ce que tu veux nous parler du premier d'abord ? Eh bien, oui, dans les deux, ce sont des histoires de famille. Le premier, donc Jean-Pierre Améris a eu envie d'adapter le roman de Sorge Chalandon, Profession du père, qui raconte son histoire, une vraie histoire. Donc, Sorge a eu un père qui était mythomane et qui était violent. Donc, il emmenait ses gamins dans des histoires absolument délirantes, sauf que l'enfant y croit à ces histoires. Donc Jean-Pierre Améris, très sensible à cette histoire, comme le producteur d'ailleurs, qui se retrouvait très très fort dans la lecture de ce roman et dans l'envie de l'adapter, ont décidé en fait d'écrire tout le film du point de vue de l'enfant. Donc c'est très joli, c'est un peu... Voilà, quand on peut vraiment assister à des choses très, très dérangeantes et vivre des choses dérangeantes et graves et destructrices, comme on ne s'en rend pas compte sur le coup, en fait. Ça rejoint un peu le podcast de Stéphane Alix. Mais du coup, ce regard d'enfant, ça apporte aussi beaucoup de douceur au film, qui, vu le sujet, pourrait être lourd, chargé, te mettre mal à l'aise. Il parle du déni, il parle aussi de ce qui se construit au sein d'une famille, c'est-à-dire la dynamique familiale, parce que ça se construit à plusieurs. Voilà, ça c'est le premier film qui est à la fois joyeux, ludique, coloré et en même temps qui traite d'un sujet très fort, mais qui libère beaucoup la parole. Je le vois pour avoir entendu beaucoup de spectateurs et avoir assisté à des débats en tournée province. Et le prochain, c'est aussi la famille, parce que c'est adapté encore d'un roman de Karine Thuil, qui s'appelle Les choses humaines. Et là, c'est en fait une jeune fille qui va accuser de viol le fils de la nouvelle compagne de son père. Donc, à la fois, c'est une histoire de famille qui va exploser. Évidemment, du coup, le couple dont l'enfant est accusé explose en vol. Et le papa va aller protéger sa fille, ce qui est bien normal. C'est amené en justice. C'est vraiment sur la notion de zone grise, de consentement, sur toute la complexité, en fait, de ce sujet qui est devenu, merci mon Dieu, enfin un sujet. Il était temps. Moi, je joue le rôle de la maman de la fille, donc celle aussi qui a été quittée pour Charlotte Gainsbourg. Et voilà, c'est un sujet c'est un film qui va
changer complètement, je pense, pour ceux qui le verront, la manière d'agir des jeunes garçons et des jeunes filles. Parce que là, c'est poussé à l'extrême. Et donc, il y a des filles qui vont plus clairement dire non, oser, et des garçons qui vont beaucoup plus clairement dire « j'ai besoin d'entendre que tu es d'accord ». Non pas qu'il faille que ce soit comme ça, mais que quand il y a un doute, c'est important, en fait. Voilà, parce qu'avec cette culture du porno, terrible auquel nos gosses sont élevés, en fait, on croit que je fais je veux pas, et que c'est un jeu érotique. Non, pas du tout, messieurs. Oui. C'est de la science-fiction, les films porno, et vraiment... Donc voilà, c'est un film important. Et je peux me permettre de faire une petite parenthèse. Oui. C'est que moi, j'ai mon 3e film comme réalisatrice qui sort. Donc je sais pas si tu auras envie d'en parler. Ah bah, sinon, tu peux nous en parler là maintenant. Bon, parce que ça, c'est quand même un truc de mon actu. Ou alors, tu reviens dans ce podcast pour en reparler le moment venu, comme tu préfères. Ça sort le 16 mars. Ah oui, reviens pour en parler. Voilà. Et donc voilà, comme c'est une comme grosse ça, bande de mecs... on vous fait un gros teaser là. Ouais, super, c'est cool. Alors, tu as parlé plusieurs fois, et tu l'évoques aussi dans ton film, hors antenne, tu as évoqué le podcast de Stéphane Alix, qui avait été très bouleversant pour toi et ton entourage. Et là, tu viens de le rementionner. Effectivement, c'est un sujet qui sort du bois. Il y a aussi Cyril Dion, qui est engagé, qui est ce réalisateur et cet activiste écologique qui a dit qu'il avait aussi subi des agressions sexuelles de l'enfance. C'est vrai que c'est encore moins courant et moins fréquent chez les hommes que chez les femmes de faire son coming out, on pourrait dire, sur le sujet, en tout cas d'en parler. En tout cas, moi, je peux dire une chose, c'est que je connais autant d'hommes qui ont été abusés que de femmes qui ont été abusées. Après, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses sur les femmes dans un large rayon, en fait. C'est-à-dire que moi, il n'y a pas une fille de mon entourage qui n'ait pas vécu quelque chose qui outrepasse, en fait, ces libertés de femmes. Alors qu'on rencontre des mecs à qui il n'est jamais rien arrivé. Voilà. Mais en termes de choses graves, franchement, pour avoir des conversations sincères avec mes amis, parce que c'est ce qui m'intéresse, je forçais de constater qu'aujourd'hui, je connais autant d'hommes. Mais c'est vrai que les hommes, c'est maintenant que c'est en train de sortir. Après, sur les abus sexuels, les incestes, on a quelqu'un quand même qui travaille très dur là-dessus, c'est Andrea Bescon, qui communique énormément et qui est très, très engagé, qui a énormément libéré la parole. Notamment avec son film. Qui était une pièce de théâtre avant. Oui. Et voilà, et merci à toutes les personnes qui osent en fait communiquer, rappeler que les autres ne sont pas tout seuls et qu'on peut se nettoyer et surtout réparer. Dans ton roman plus ou moins autobiographique, c'est vrai qu'en trame de fond, tu abordes ce sujet de manière répétitive avec ce photographe ami de ta maman, je crois, de mémoire, et qui passe son temps à être autour de toi, à te photographier. On ne comprend pas vraiment bien ce qui se passe et si c'est un rêve ou si c'est la réalité. En fait, une des raisons pour lesquelles j'ai été très touchée par le roman le livre de Stéphane Alix, au-delà du fait que ça faisait écho à des gens de mon entourage que j'aime à la folie, c'est que j'ai eu une histoire très trouble enfant qui se mélange avec les souvenirs, l'absence de souvenirs, mais quelqu'un qui a été quand même 6 ans dans ma vie. Je me suis posé des questions sur lui à partir de l'âge de... à 12 ans, je l'ai repoussé très, très violemment. Il est parti, je ne l'ai plus vu. Mais à partir de là, en fait, je me posais des questions. Et puis j'ai fini par comprendre. Et comme Stéphane Alix, j'ai mené mon enquête. J'ai fait mon travail, en fait, pour aussi sortir la colère et faire ce que j'avais à faire pour me confronter à ça. Aujourd'hui, c'est malheureusement monnaie courante, en fait. Là, pour le coup, moi, je connais quasiment pas une fille à qui il soit pas arrivé quelque chose. En revanche, je me suis rendu compte que j'avais construit une fausse résilience. C'est-à-dire que comme ça s'est passé dans mon sommeil, j'ai beaucoup, beaucoup amoindri. C'est-à-dire que j'ai imaginé quelque chose de limite avec des pâquerettes, quoi. Oui, c'est ça. Tu vois tes métiers, toi, comme une manière de faire bouger les lignes. Je dis tes métiers parce que je l'ai dit en introduction, actrice, scénariste, réalisatrice, auteur de livres. C'est vraiment important pour toi. Et quel message tu as envie de faire passer aujourd'hui, maintenant ? Pour moi, en fait, vraiment raconter des histoires, le but, c'est ça, c'est partager les émotions, rappeler aux gens qui sont pas tout seuls et puis faire bouger les lignes, absolument. Aujourd'hui, je peux plus faire quelque chose qui n'ait pas de sens
profond, en fait, qui soit pas relié à la reliance, à la reconnexion, au respect de notre terre-mère. Et pourtant, je revendique très haut et très fort ma joie à réaliser des comédies et mon envie de faire rire. Rire, c'est bon pour la santé. C'est drôle que la comédie soit considérée comme un sous-genre. Des fois, je me dis, est-ce que c'est parce que la comédie, ça fait rire? Donc, rire, spasme, c'est le corps. Corps, c'est spasme, orgasme, prout, c'est toutes ces choses ça fait peur, on peut pas parler, la fameuse animalité. Hein, exactement. Dont tu as parlé dans Sous les jupes des filles. Exactement, mais que j'assume vraiment avec beaucoup de joie. Et c'est pas parce qu'on fait les choses avec beaucoup d'humour qu'on n'a pas de choses à raconter profondes, sérieuses. Donc le message que j'aimerais faire passer, d'abord, c'est qu'on est plus fort que ce qu'on croit, qu'il y a une urgence et une nécessité et un appel de la nature à ce qu'on se reconnecte avec elle pour notre survie, hein, pas la sienne. Rappelons quand même les bases. Elle nous survivra. Ouais, voilà. En fait, quand je t'entends parler, je pense aussi évidemment à Lisa Swellos, que j'ai reçue dans ce podcast et dont le podcast a été diffusé. Que j'adore. Ouais, que tu j'imagines, parce que oui. vous êtes très proches dans vos façons de penser, y compris là quand tu parles de la comédie. Elle cherche vraiment à penser les blessures du monde comme une thérapeute pourrait le faire, à travers aussi le rire, l'amour, ses films, la fratrie, la famille, avec une mère aussi défaillante. En cela, vous êtes très proches, très jumelles quand même. En fait, c'est vraiment intéressant. D'abord, j'ai beaucoup de respect pour Lisa Swellos. Elle n'a pas peur justement du populaire. Moi, la seule chose qui m'intéresse en fait, c'est pas d'aller bouger les consciences de ceux qui sont déjà éveillés. C'est le contraire. Donc, je veux passer par la petite porte. Je veux passer par sous la porte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens, les gens. Si on me dit qu'est-ce que tu préfères, c'est la meilleure presse avec un Cannes de fou et t'as 2000 personnes qui viennent voir ton film, ou est-ce que tu préfères que les gens viennent voir Je préfère que les gens viennent voir mon film. Je fais des films pour les gens. Et je crois très fort au pouvoir guérisseur. Je crois que mon prochain film est un film médecine. Vraiment. Et tu peux nous dévoiler le thème, parce que j'ai fait un tel teaser tout à l'heure que je t'ai même pas laissé dire. Ça s'appelle Homme au bord de la crise de nerfs, et c'est 7 hommes qui arrivent en point de rupture en fait et qui vont partir faire un stage entre mecs, et ils ont un rendez-vous avec un psychiatre, ils signent une clause de confidentialité. Une fois perdus dans la pampa, ils comprennent que le psychiatre est une femme, qu'elle s'est détournée de la médecine classique, et que ils vont passer 4 jours qui est censé les reconnecter. Ouais. Évidemment, cette femme, elle est loin d'être parfaite et elle-même a ses failles et trébuche. Mais bon, voilà, c'est un film de reconnexion avec beaucoup d'humour, une bande de mecs folles, de joyeux lurons, d'acteurs incroyables. Et je joue avec les psychotropes, je m'amuse beaucoup. C'est very bad trip dans la Creuse, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense évidemment à ces cercles d'hommes, au Mindkind Project, au MKP, qui sont des cercles d'hommes initiés, etc., qui se développent énormément en France. Je crois que c'est le 2e pays au monde où ça progresse le plus vite. Les hommes ont besoin de se reconnecter entre eux et pas simplement dans des clubs de rugby ou sur des terrains de foot. Et tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux. Non, là, moi, avec ce film, j'avais envie d'éplucher un peu comme des oignons les hommes pour qu'on montre un peu au cinéma les mecs comme nous, on les a dans notre vie, qui sont, je trouve, trop peu représentés sous ce visage-là au cinéma. Voilà, un regard de femme sur des hommes. Et c'est aussi dans un élan de réconciliation. Parce que justement, y a beaucoup de conflits entre les hommes et les femmes, et que c'est bien, il en faut pour que les choses bougent, mais pas oublier de dire qu'on aime aussi tous les mecs bien, bien et sûr. Qu'on les regarde et qu'on les écoute, il y a pas d'opposition, et qu'on les comprend. Non, voilà. Surtout, je suis pour l'union, la réconciliation, la réunion. Et je crois que notre métier, il est fait de ça, et que quelque part, oui, tous les réalisateurs, selon ce qu'ils ont à raconter, quelque part, ce sont des thérapeutes. Je mets vraiment des guillemets. Je dis pas docteur, je dis pas médecin, je dis thérapeute. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Audrey Dana, cette dernière question, se libérer des clichés, c'est important pour toi ? Alors, c'est drôle parce que moi, c'est souvent la porte d'entrée de mon écriture, en tout cas au cinéma. C'est prendre les clichés pour mieux les exploser, en fait. Pour moi,
Pour moi, les clichés, c'est comme les frontières. Ça enferme, ça sclérose. À partir du moment où on colore quelqu'un déjà d'une étiquette, on enferme la personne qui est face à elle dans une certaine vision, en fait, qui est restrictive. Donc oui, faire sauter les clichés, les faire exploser des frontières aussi. Ouais, c'est ça. Se rappeler que we are one, pour de vrai, c'est pas une blague, hein, c'est pas une phrase de hippie, c'est pour de vrai, quoi. C'est chouette, c'est une très belle conclusion et c'est tellement tout toi, dans tout ce qu'on sent, dans tes films, dans tes livres. Merci vraiment d'être là pour le monde. Pour moi, c'est essentiel. Audrey Dana... Merci d'être là pour moi. Alors, je rappelle le titre de ton livre, Famille, qui est paru en poche aux éditions J'ai lu. On le fera gagner sur l'Instagram, évidemment, de Métamorphose. Et puis, courez voir les 2 films dans lesquels joue Audrey Dana. Et on attend avec impatience de te retrouver pour ton film à toi, cette fois, au printemps prochain dans Métamorphose. Merci, Audrey. Avec joie, merci. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre, issu du podcast Métamorphose, éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi, aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.